Merci de vous joindre à nous. Laissez en rade sur tous les plans depuis le début des indépendances. Les 3000 habitants de Passingayène dans le département de Nioro expriment leur colère. Ils ont manifesté pour exiger le désenclavement de leur localité, un forage, mais aussi des salles de classe et des enseignants. Les détails dans cette correspondance de Al-Hassan Ba. Plus de 3000 habitants que compte le village de Passingayène dans la rue, arborant des brassards rouges pour dénoncer les maux dont souffre leur localité qui est laissée en rade depuis l'aube des indépendances par les gouvernants. Le village n'arrive toujours pas à avoir un forage. Le village vit toujours avec le système d'adduction d'eau qui ne peut plus satisfaire la quasi-totalité de sa population en eau potable. Et pourtant, la construction du deuxième forage de la commune d'Angayène a été initiée ici depuis 1986 dans ce village. Mais jusqu'à présent, la construction reste bloquée sans justification. Le village de Passingayène, qui est à 1 km de la Gambie, n'arrive toujours pas à avoir des infrastructures de désenclavement. Nous demandons la restauration le plus rapidement possible de ces routes de désenclavement parce que l'accès au village est extrêmement difficile aujourd'hui. Le manque d'infrastructures sanitaires dans ce village leur oblige d'aller jusqu'en Gambie pour se faire soigner, ce qui déplaît à ces Sénégalais. Le village de Passingayène n'arrive toujours pas à avoir un poste de santé ni case de santé, ce qui pousse à notre population d'aller chaque jour en Gambie où l'accès aux soins est beaucoup plus facile pour la population. Quelle migration économique allant de notre commune vers nos homologues gambiens. Nous réclamons le plus rapidement possible un poste de santé dans notre village. Du côté de l'éducation scolaire, 2 enseignants seulement avec 4 salles de classe pour assurer le cycle primaire des enfants de Passingayène, ce que déplorent les parents d'élèves. L'école de Passingayène a été créée depuis 1995. Mais aujourd'hui, il n'y a que 4 salles de classe à l'école de Passingayène. Il n'y a que 2 enseignants à l'école de Passingayène qui assurent de CI jusqu'en CM2. Nous réclamons le plus rapidement possible l'augmentation des enseignants et l'augmentation des salles de classe pour cette école de Passingayène. Le délogement aussi du poste de douane de leur village a fini de plomber leur économie. Cette poste de douane a été délogée sans justification. Nous réclamons le plus rapidement possible la restauration et la réintégration de ce patrimoine historique dans ce village. D'autres doléances comme l'électrification de tous les villages de la commune de Ngayène, un mur de collecture pour l'école primaire de Passingayène ont été soulevés lors de cette marche massive des populations de cette localité d'Ingoyane qui disent dorénavant s'armer de leur carte électeur pour sanctionner le régime en place en 2019. Il faut aussi noter qu'un déménagement de tout le village vers la Gambie n'est pas exclu par ces Saloum Saloum. Passingayène, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Je vous le disais aussi en titre à Podor, les personnes handicapées se disent exclues de toute politique de prise en charge par l'État. Selon elles, la carte d'égalité des chances n'a aucun avantage. Pire, elles ne bénéficient même pas des bourses de sécurité familiale. Seydi Aou porte leur voix au micro de Aboukan. Il reste beaucoup à faire. Par rapport, par exemple, à l'obtention de la carte d'égalité des chances, nous avons vu qu'il y a eu quand même, on a boosté quand même qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont eu aujourd'hui à bénéficier de la carte. Maintenant, ce qui est lié à l'avantage de la carte pose problème quelque part. Nous voyons que beaucoup de nos cibles nous reviennent au niveau des services pour dire qu'ils sont partis dans telle ou telle structure, qui n'ont pas été pris en charge, mais également qu'ils détiennent cette carte. Et qu'il y a l'hologramme santé, il y a d'autres hologrammes qui n'ont pas encore entré en jeu, mais nous voyons que peut-être qu'il y a une entrée timide de ces avantages et nous demandons à ce que l'État puisse faire quand même quelque chose pour que ces cartes-là puissent au moins puissent retrouver ce qu'on attend d'elles et que ces personnes puissent valablement quand même bénéficier de tous ces avantages. Autre chose, on peut parler de la bourse de sécurité familiale. On a dit que quand cette personne handicapée elle est détentrice de la carte, et valablement elle doit bénéficier de cette bourse. Mais nous voyons que les dernières générations ont d'énormes difficultés aujourd'hui pour percevoir par exemple cette bourse. Les gens vont des fois au niveau des postes de télécommunication pour voir si réellement ils ont été virés. Mais au regret, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes par rapport à la perception de la bourse. Donc nous appelons aux autorités étatiques et au niveau même de la délégation générale d'essayer quand même d'impulser quelque chose pour que ces personnes puissent bénéficier valablement de ces avantages.
Dans l'actualité politique, exit le ministre de l'Intérieur. C'est désormais à l'ambassadeur Seydou Nourou Ba que revient la charge d'organiser le dialogue politique. Mais cette décision présidentielle alimente encore les débats. Au moment où Moustapha Fall Thié de la mouvance présidentielle parle d'une initiative à saluer, l'opposition donne rendez-vous ce mardi pour dégager une position commune. Rohandong. La désignation de Seydou Nourou Ba par le chef de l'État Macky Sall pour diriger le dialogue national suscite des réactions de la part des politiques. Pour Moustapha Fall Thié de la mouvance présidentielle, ce choix est à saluer pour satisfaire la demande de l'opposition qui, selon lui, passait tout son temps à critiquer le ministre Aly Ngouille Ndiaye. C'est une bonne appréciation parce que avec le travail qu'on doit faire sur le processus électoral, nous voulons faire un travail propre et irréprochable. Parce que nous avons affaire avec une opposition très terre à terre, qui pour rien du tout pose de faux problèmes. Quand on a une telle opposition, on doit évacuer tous les points noirs. On doit faire un travail propre, irréprochable, que le peuple sénégalais appréciera. Ils ont recusé Aly Ngouille Ndiaye. On a amené quelqu'un qui est ni de l'opposition, ni du pouvoir. Un diplomate, un homme indépendant. Donc, c'est ce que disent les Chinois. Le menteur, il faut le suivre jusqu'à sa demeure. Un avis que partage le rédacteur en chef du quotidien Rewmi, Hassan Samb. Aujourd'hui, s'il choisit M. Ba, c'est certainement eu égard aux remontrances, aux remarques qui avaient été faites, notamment sur effectivement l'impartialité de M. Aly Ngouille Ndiaye, qui a été un peu remise en question par un certain nombre d'acteurs politiques, comme ça a été le cas d'ailleurs du reste pour Abdoulaye Daouda Diallo. Donc aujourd'hui, je pense que la décision est assez sage. Maintenant, il est important pour M. Ba de remettre les contours à zéro, reprendre les termes de référence, relancer les invitations pour qu'on puisse espérer revenir à des discussions où tout le monde participerait. L'opposition qui compte organiser une réunion ce mardi pour statuer sur la question n'est pas disposée pour le moment à donner sa position. C'est du moins ce qu'a fait savoir Mamadou Diop Decroix. Mais en attendant cela, le climat politique reste toujours tendu entre pouvoir et opposition malgré les multiples médiations. À Sédhiou, les responsables et militants de l'APR en ordre dispersés depuis quelque temps. Une situation qui découle, selon certains responsables, des ajustements du député maire Malang Seni Fati. Ce dernier est accusé d'être à l'origine de la zizanie dans les structures locales du parti de Macky Sall. De Sédhiou, Lamine Bayo nous en parle. Après l'euphorie de la victoire des législatives, les invectives reprennent de plus belle dans le département de Bounkiling. Les républicains de la dite localité, une frange parmi eux, accuse le député maire Malang Seni Fati comme étant à l'origine de la zizanie dans la formation. Dans le bureau même de l'honorable député Malang Seni Fati, c'est-à-dire une coordination fictive de la commune de Guinani, soit disant que Patesso est l'actuel coordinateur. Alors que vraiment cela n'a pas été. Et que vraiment... Et s'en aller. Ils ont fait croire aux femmes qu'il y a un financement qu'ils sont prêts à donner aux femmes. Alors il y a eu une affluence totale. C'était de faux problèmes. Ils ont voulu enlever l'ancien coordinateur nommé Youssouf Silla pour mettre leur jeune homme en place, nommé, je ne sais pas, Mahamadou. L'autre partie apporte la réplique en s'inscrivant en faux par rapport aux allégations. Les actions ou les actes que nous avons posés dans le département, en nous accusant de créer des structures ou autres organisations tendant à fragiliser le parti. Nous nous inscrivons en faux par rapport à cette allégation. Moi, personnellement, en tant que premier vice-président du conseil départemental, je partage cette frange
cette partie qu'il réclame fractionnaire, je me réclame de cette frange-là. Toujours dans ce même sillage, il demande aux instances supérieures d'arrêter ces agissements. Si l'agissement continue, si on ne l'arrête pas, ça veut dire au prochain gestion, on peut dire adieu le Benno Bokk Yakaar dans la commune de Djinani. Parce que c'est vraiment, les gens sont vraiment mécontents. Depuis un certain temps, l'APR nage dans le flou ou l'entretien autour de la structuration de sa échelle régionale. Nous dénotons que toutes les difficultés ou agissements entre les responsables découlent de la légitimité politique ou de la légitimité historique. Sidiou, Walfadjri Radio TV. En tournée dans le village de Tinkoto, un des plus importants sites d'orpaillage de la zone, le maire de Sabadola a été interpellé sur les difficultés que rencontrent les orpailleurs. Le maire promet des solutions tout en invitant ses interlocuteurs à se méfier des promesses politiciennes. Soli Bouramadabo. Attendu à 3 km de la localité, Mamadou Sissoko, maire de la commune rurale de Sabodola, accompagné de son staff, a été accueilli dans une ambiance bon enfant. Nous sommes au village de Tinkoto Bambo, où des jeunes orpailleurs, commerçants, chauffeurs et entre autres ont mis à profit cette rencontre pour l'interpeller sur des questions liées au manque d'eau, d'emploi des jeunes, des structures et de l'État, des routes. On a un problème de développement. Quand on dit développement, il y a l'éducation, il y a la santé, et il y a l'emploi des jeunes. Parce que nous n'avons pas de formation, nous n'avons pas de date de qualification. Bon, il y a certains qui ont fait les bancs, mais vu la distance et les conditions dont nous vivons, ils ont abandonné. Il y a des voitures qui font 2 ou 3 jours sur la route. Il y a des marchandises qui se gâtent. Nous sommes de tout cœur avec le maire, parce qu'il faut le dire, nos travaux sont aujourd'hui allégés grâce au moulin à mille, mais nous n'avons pas droit au sommeil à cause du manque criard de liquide précieux dans cette localité. Quant à Bamoussoko, chef du village, qui se dit ravi, le maire a intérêt à être plus fréquent afin de gagner davantage la confiance des populations. Très satisfait de l'accueil qui lui a été réservé, Modou prend des engagements face aux nombreuses populations avant d'attirer leur attention. La mobilisation que j'ai vue aujourd'hui m'interpelle d'abord sur les grands défis que Tinkoto est confronté. J'ai pris la commande de cette commune pour satisfaire les besoins des populations de toutes les couches. Donc je ferai tout pour mériter la confiance qu'ils ont placée en moi et pour leur satisfaire, même si ce n'est pas à 100%, vraiment à 70%. Le département là est dans le besoin. Il y a un véritable problème de leadership. Donc il faut que les populations ouvrent les yeux et mettre quelqu'un qui puisse faire leur affaire. Occasion pour son conseil technique de peindre un tableau reluisant relatif aux réalisations de l'équipe municipale de Sabodola en relation avec des partenaires. De retour de Tinkoto, Soli Bouramadabo, Ablachimer Fall pour la radio-télévision Walfadjri. Dans l'actualité, toujours modernisation du site du Dakar de Medina Gounass, le Khalif rejette le projet présenté par l'État. Les autorités religieuses estiment que la modernisation passe d'abord par le règlement des urgences, parmi lesquelles l'eau, les bouches d'incendie et la réhabilitation des routes. Seydouba, le porte-parole du Khalif de Medina Gounass, est au micro de Alassane Diallo. Il est toujours utile que dans la présentation, avec tel que c'est présenté, il y a les Dakar qui sont là, qui sont là depuis 1942, donc depuis la création de Dakar. 77, nous sommes à la 77e édition. Des gens qui ont accompagné le Khalif fondateur de Medina Gounass. Au bout du jour, on demande à ces gens-là de déguerpir et on n'a pas encore un lieu où les recasser. Vous voyez le problème que ça pose. Et aujourd'hui, votre priorité, c'est pas... Notre priorité, c'est pas ça. Notre priorité, ce sont les routes. C'est beaucoup d'eau, des bouches d'incendie. Ensuite, maintenant, comme on l'a dit, essayer de regrouper pour les cuisines, regrouper les pèlerins quelque part où ils peuvent faire la cuisine. C'est notre priorité. Parce qu'on est à 2 mois du Dakar. Rien ne peut se faire. Maintenant, pour ce qui est maintenant du site de la prière. Oui, là, du côté est, on a dégagé le côté est. Tout récemment, moi j'ai été là-bas, les potences qui étaient là-bas, on a dégagé les potences. On les a amenés du côté nord-ouest. De telle sorte que toute cette partie-là est libre. On peut au moins augmenter à partir de ce côté-là, le côté est, on peut faire penser à une extension du côté est. Mais le côté ouest,
c'est sensible. Voilà en gros ce que le calife a demandé. Maintenant, il y a aussi le mur de clôture. Le mur de clôturer, c'est pas prudent. Clôture, pourquoi c'est pas prudent? L'année dernière, quand il y a eu l'incendie, on a récupéré 18 corps qui ne pouvaient pas s'enfuir à cause du mur qui était bloqué. Donc vous voyez ce que ça fait ici, on maintenant s'amuser à clôturer tout le Dakar. Enjeux, défis du monde du travail et place du secteur privé, ce sont les thèmes abordés lors des assises ouvertes ce lundi à Dakar à l'initiative du ministère de l'Emploi, de l'Insertion et de la Formation professionnelle. La rencontre se tient également en présence du directeur général de l'Organisation internationale du travail, Guy Ryder. Nous l'écoutons d'ailleurs, ses propos sont recueillis par Mamou Gassama. Le meilleur outil de travail, c'est le dialogue social. Et là, vous avez la chance, je ne pense pas que c'est une chance, mais c'est un atout ici au Sénégal. Vous avez des acteurs sociaux extrêmement forts, responsables et représentatifs. Et donc, j'espère, c'est mon souhait, que ce débat se déroule dans ce cadre tripartite de dialogue. Chaque pays trouve la solution meilleure pour ces circonstances. Nous sommes toujours là pour accompagner nos mandants dans ce genre de débat et nous avons aussi un autre outil qui sont les normes internationales du travail, la législation internationale, qui donne aussi des points de repère importants dans ce genre de débat. Et notre organisation s'approche à son centenaire. 2019, c'est notre centenaire et donc on a lancé une grande réflexion sur l'avenir du travail. Je pense que nous savons tous, et ça dans toute la région du monde, que le monde du travail connaît des transformations extraordinaires, rapides, profondes, et je pense qu'il est nécessaire d'essayer d'anticiper ces changements pour avoir des réponses adéquates. Les gens demandent partout la possibilité de travailler dans des circonstances décentes. Le secteur privé est le moteur de création d'emplois décents. Donc la nécessité d'un débat général sur cet avenir. Et nous voulons impliquer tous nos États membres dans ces grandes réflexions. L'objectif étant de promouvoir l'emploi et la justice sociale, la justice dans nos sociétés. Les défis sont énormes. C'est l'emploi, c'est la protection sociale, c'est l'élimination de la pauvreté, c'est l'égalité des femmes au travail. Ceux qui créent les emplois dans le monde, ce sont les entrepreneurs. Les gouvernements sont là pour créer l'environnement propice à la création d'emplois, mais ce sont des entrepreneurs, sans doute, qui sont les gens qui créent l'emploi. Après les périodes de forte chaleur, le froid s'installe progressivement au moment d'inquiétude pour les personnes âgées. Elles commencent à ressentir certaines maladies comme les douleurs musculaires, mais les remèdes ne manquent pas. C'est un reportage de Rokhaya Ndour. Le froid s'installe petit à petit. Un tour dans les artères de la capitale nous permet de voir comment les personnes du troisième âge supportent ce changement de climat. En cette période de froid, on note de recrudescence de certaines maladies, mais être âgé suffit seulement pour être mal dans sa peau. Le froid, je le vis difficilement comme toutes les personnes âgées. Parfois, j'ai mal aux genoux. Je supporte mal la période parce que j'aime pas le froid pour la bonne raison que je suis natif du Saloum. C'est une région où il fait beaucoup plus chaud. Donc il y a une cassure totale quand on est à Dakar. En période de froid, j'ai beaucoup de courbatures, je suis paresseux, je manque d'appétit. Bon, je ne suis pas de bonne humeur et je ne suis pas en bonne santé. Ces personnes âgées indiquent comment se protéger du froid. Pour s'en sortir, il faut porter des habits un peu lourds avant de sortir ou bien se couvrir le corps au coucher. Le conseil que je donne à ceux qui sont âgés, aux vieux comme moi, personnes du troisième âge, c'est pendant la période de froid de ne pas s'aventurer à se baigner à l'eau froide, mais plutôt de bouillir, de chauffer l'eau pour se baigner et même pour faire ses ablutions.
de se coucher bien couvert, si possible, un drap très lourd, bon, et d'éviter de se suffoquer avec les encens et autres dans les chambres. Pour se protéger du froid, il faut faire du sport et quelques mouvements. Bouillir parfois de l'eau avant de se baigner. Certaines personnes âgées se plaignent du froid du fait des multiples maladies qui ressurgissent, genre rhumatisme, occasion pour les jeunes de leur demander de bien veiller sur les personnes âgées, bien les mettre au chaud. À présent, zoom sur la campagne de commercialisation arachidière. L'inquiétude reste la chose la mieux vendue dans les points de collecte. Les huiliers posent des conditions et les opérateurs réclament le paiement des dettes avant de s'engager dans une campagne encore incertaine. C'est le dossier du jour réalisé par Mamadou Martarsar. Ils sont unanimes. Opérateurs, exportateurs et huiliers reconnaissent que la campagne de commercialisation arachidière bat de l'aile. Depuis le démarrage officiel, c'est le statu quo. Rien ne bouge. On peut dire que rien ne bouge ou bien ça ne va pas encore prendre le volume. Que la campagne maintenant c'est au statu quo parce qu'on l'avait prédit. Pour ces acteurs de la filière de Touba, regroupés autour d'une structure dénommée ADOP, la campagne de commercialisation arachidière est bloquée faute d'acheteurs. Nous rencontrons de nombreux problèmes lors des transports de l'arachide, notamment avec les montages des policiers, des gendarmes, des douaniers. La lenteur de traitement de l'usine, une longue durée de stationnement des camions d'arachide. Nous avons des problèmes parce que tous les magasins ici à Touba sont pleins d'arachide. Mais les Chinois ne viennent pas, jusqu'à présent ne sont pas venus à cause du taxe que l'État a mis sur eux. Du côté des exportateurs, on demande aux autorités étatiques de revoir les taxes parce que le prix du kilogramme d'arachide a drastiquement baissé sur le marché mondial. On avait dit que les cours mondiaux qui sévit dans le monde et que la taxe aussi imposée par l'État du Sénégal, les graines sénégalaises ne seront pas compétitives sur le plan international. Et c'est le schéma actuel. Comme on n'est pas compétitif sur le plan international, c'est pour cela qu'on ne peut pas opérer pour le moment. Les opérateurs privés stockeurs de renchérir qu'il faut de l'argent, c'est-à-dire des financements pour une bonne campagne de commercialisation arachidière. Il y a un autre problème de financement parce que tous les opérateurs ont des crédits à la banque. C'est nous qui livrons l'arachide semence de l'année dernière. L'État nous doit plus de 18 milliards. Donc forcément, on a un problème de financement. De leur côté, les huiliers posent des conditions pour pouvoir participer à cette présente campagne. Nous sommes actuellement en négociation avec l'État du Sénégal sur le protocole État huilier que nous devons reconduire encore cette année. Seulement, il y a encore quelques points de ce protocole sur lesquels nous ne sommes pas encore tout à fait d'accord. Donc le paiement des subventions antérieures qui n'ont pas encore été recouvrées fait partie effectivement des points sur lesquels nous sommes en train encore de négocier avec l'État du Sénégal. Pour ces acteurs de la filière arachidière de Touba, la seule chose qui peut sauver cette présente campagne, c'est de s'asseoir autour d'une table avec les autorités étatiques et prendre des mesures structurelles. Ils ont fait cette déclaration lors de l'inauguration de leur siège dans la cité religieuse. Touba Mbaké, Mamadou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjri. À présent, un round-up de l'actualité internationale avec Khadi Colonel Gueye. Un attentat de l'État islamique faisait 39 morts dans une discothèque à Istanbul. 57 personnes, dont une franco-sénégalaise, sont en jugement à partir de ce lundi. La franco-sénégalaise Téné Traoré, âgée de 24 ans, est mariée religieusement à l'auteur de l'attaque. Il s'agit d'Abdul Kadir Macharikov, 34 ans. Il avait été arrêté après 2 semaines de traque dans la banlieue d'Istanbul.
personnes ont été tuées près de Tombouctou, dans le nord-ouest du Mali, par des djihadistes présumés lors d'une attaque visant le groupe armé favorable à l'accord de paix de 2015, a déclaré Azarov Inaborchad, président du Congrès pour la justice d'Azawad. Selon une source sécuritaire malienne, les assaillants avaient pour objectif de saboter le processus de paix. Un suspect a été arrêté après l'explosion qui s'est produite ce matin à l'heure de pointe près de la gare routière de Manhattan, située non loin de Times Square. L'homme âgé de 27 ans portait une bombe artisanale rudimentaire qu'il venait de faire exploser lorsqu'il a été appréhendé. Il a été arrêté avec des blessures et des brûlures au corps. Une explosion prématurée donc qui a fait 4 blessés légers. Le maire de New York indique qu'il s'agit d'une tentative d'attaque terroriste ayant échoué. Pour l'heure, si le nom de l'auteur de l'attaque a été donné, Akayed Oula, ni sa nationalité, ni ses motivations n'ont été révélées. On en vient à la dernière ligne droite de ce journal, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Sissé. Bonsoir. Un Togolais parmi les 5 victimes de l'insécurité à Tombouctou au Mali. Information relayée par ici-le-main.com. Le site togolais fait savoir par ailleurs qu'ils ont été enlevés par des hommes inconnus. Leurs corps sans vie ont été retrouvés samedi matin sur le trottoir d'une route dans la ville de Niafonké. Pour l'instant, l'identité des victimes, le Togolais y compris, n'a pas encore été révélé. Le Mali reste donc une destination dangereuse, comme le reconnaissent les autorités de ce pays, en dépit des interminables interventions militaires de la communauté internationale dans cette zone pour ramener la paix. Insécurité, nous y restons cette fois-ci avec El Watan qui parle d'engagement militaire au Mali et pointe à sa une l'Algérie de nouveau sous pression. La rédaction du site algérien va plus loin et explique que le président français Emmanuel Macron s'est entretenu lors de sa visite à Alger avec le vice-ministre de la Défense, Gaïl Salah, au sujet de la situation sécuritaire au Mali. Le président Macron voudrait voir l'Algérie contribuer au financement de la force interafricaine. C'est la rencontre la plus marquante de la visite éclair du président Macron à Alger. À la surprise générale est alors que le rendez-vous a été programmé dans le plus grand secret. Le président français s'est entretenu avec le vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de la NP, le général-major Gaïd Salah, à la résidence présidentielle de Géralda. Au menu des discussions, la situation sécuritaire dans la région du Sahel. En effet, depuis le parrainage par la France de la force interafricaine du site G5, composé de 5000 soldats mauritaniens, maliens, burkinabés, nigériens et tchadiens, l'Algérie a choisi de ne pas s'impliquer dans l'initiative française en s'appuyant sur la sacro-sainte doctrine du refus de toute intervention militaire en dehors de ses frontières, car l'Algérie continue de voir d'un mauvais œil la présence des soldats français à sa frontière avec le Mali, alors que le pays est déjà cerné. Restons toujours au Mali avec Malueb pour parler cette fois-ci politique. Occasion saisie par les journalistes du site malien pour revenir sur les élections générales au Mali avant d'indexer ces acteurs politiques actifs seulement pour les urnes. Poursuivant, il souligne qu'ils sont nombreux les supposés leaders politiques qui ont sombré dans le silence. On les entend presque plus sur aucun sujet qui concerne la gestion des affaires publiques. Ils ne se prononcent plus sur rien, quelle que soit la nature de l'actualité. Boubou Sidibé, mon confrère malien, d'ajouter que les grands leaders semblent avoir réduit l'activité politique au fait d'attendre la période électorale pour fabriquer un semblant de sympathie pour la population. Jeune Afrique, de son côté, parle de crise politique au Burundi et annonce un dialogue de sourds entre pouvoir et opposition à Arusha. À en croire nos confrères, présenté comme l'ultime round de discussion avant la signature à Arusha d'un accord entre le pouvoir et l'opposition, la 4e session du dialogue inter-burundais s'est achevée vendredi sur un statu quo. Dominicien Ndaïse, ancien président du Burundi et conseiller de la facilitation, revient pour Jeune Afrique sur l'échec de ces négociations. Les détails à lire plus amplement dans le site. EZF
l'UNICEF, de son côté, fait part des rapports qui font état de la présence de 6 000 combattants africains parmi les 30 000 éléments étrangers ayant rejoint ce groupe terroriste au Moyen-Orient, a indiqué dimanche à Oran-Ouest le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité. Monsieur Simaï Sergui a appelé les pays africains à se préparer fermement à la gestion de ces retours. Il ajoute que lors d'une rencontre sur la lutte contre le terrorisme, le retour de ces éléments en Afrique pose de sérieuses menaces sur la sécurité et la stabilité nationale et exige par ailleurs un traitement spécifique et une coopération intense entre les pays africains. Direction Guinée avec africaguinée.com qui fait part du décès à Bruxelles du grand chancelier des ordres nationaux. Les journalistes guinéens précisent que le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée est décédé ce dimanche 10 décembre 2017 à Bruxelles. C'est un communiqué du bureau de presse de la présidence guinéenne qui l'a annoncé. Moriba Kourouma est décédé à l'âge de 82 ans. Les funérailles de cet ancien commandant de la douane feront l'objet d'un autre communiqué, annonce le bureau de presse de la présidence. C'était l'édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. Votre rendez-vous sport du lundi est de jeu, c'est à 21h avec Cheikh Tidiane Gomis et Nicolas Sonko. Excellente soirée à tous.